Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre. Conformément à la tradition, je voudrais remercier la Fédération de la Libre Pensée des Hautes-Alpes et les associations amies qui m'ont invité à venir vous parler ce matin. Et en retour, je vous adresse le salut fraternel de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Alors le sujet qu'on m'a demandé de traiter est de circonstance, puisque c'est à bas la guerre, maudite soit la guerre, donc c'est la question de la guerre. Je voudrais commencer cet exposé par trois citations qui éclairent bien la position de la libre pensée. D'abord, une première citation de Jean-Jacques Rousseau, quand il disait « Jamais rien au prix du sang ». Une autre de Voltaire, qui lui faisait redondance, et qui disait « Souhaiter la grandeur de son pays, c'est souhaiter du mal à son voisin ». Et une troisième, celle d'Albert Einstein, qui disait « Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. » Donc ça éclaire un peu notre propos. Alors, la question du pacifisme, la question de la lutte contre la guerre est un des quatre piliers de la libre pensée comme association sur le plan national comme international. Ces quatre piliers sont bien évidemment la lutte pour la laïcité des institutions, c'est-à-dire garantie par la séparation des églises et de l'État. La deuxième, sur le plan philosophique et individuel, c'est la question de la négation de la croyance, des dogmes et de tout ce qui va avec. Le troisième aspect, le troisième pilier de l'action de la libre pensée, c'est contre toute forme d'exploitation économique, de l'homme par l'homme. Alors à une époque on appelait ça le capitalisme, maintenant ça ne fait pas bon chiffre bon genre, on appelle ça le libéralisme, mais c'est toujours la même chose, il y a toujours des gens qui travaillent pour le profit des autres. Et le quatrième pilier, qui est un pilier qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est la lutte contre la guerre et pour le pacifisme. La libre pensée recoupe et regroupe toutes sortes de pacifistes qui peuvent être différents. Grosso modo, il y a deux grandes écoles dans le pacifisme. Il y a ce qu'on appelle le pacifisme intégral et il y a les pacifistes internationalistes. Alors les pacifistes intégraux sont ceux qui pensent que jamais aucune raison ne peut justifier l'utilisation de la violence, de la guerre et des armes. Donc qui sont personnifiés par le combat de Louis Lecoing et de l'Union pacifiste de France, c'est-à-dire des gens qui, en toute occasion, quelles que soient les occasions, refusent d'utiliser et de porter les armes. Et puis, il y a les pacifistes internationalistes qui estiment que, un peu la même chose, mais qu'il y a parfois des cas où il faut savoir se battre, notamment, comme on a connu dans la résistance ou dans ces éléments-là. Mais ces deux familles de pensée qui sont pas si éloignées que ça l'une de l'autre, ont toute leur place à l'intérieur de la libre pensée, et jamais la libre pensée comme association n'a tranché le débat sur une version ou une autre version. Tous ceux qui sont contre la guerre, quelle que soit leur raison, sont les bienvenus dans la libre pensée. Il y a la guerre aujourd'hui. D'ailleurs, on peut constater que, contrairement à ce qu'on nous raconte, depuis 1945, il y a toujours eu dans un coin de l'Europe la guerre et que le continent n'a jamais été véritablement en paix. Et cette guerre, il y a toujours des raisons géopolitiques, géostratégiques, mais surtout des raisons économiques. Et ces raisons ne varient jamais dans le temps. C'est toujours pour les mêmes raisons. Je vais vous lire un long passage du manifeste de Kiental de 1915, pendant la Première Guerre mondiale, qui était une conférence, comment dirais-je, qui a réuni des internationalistes contre la guerre. Ce manifeste disait ceci: « Au peuple qu'on ruine et qu'on tue,
2 ans de guerre mondiale, 2 ans de massacre, 2 ans de réaction. Qui donc est responsable? Où sont donc derrière ceux qui, au dernier moment, ont allumé l'incendie, ceux-là qui l'ont voulu et préparé depuis un quart de siècle? Ils sont parmi les privilégiés. Les institutions du régime capitaliste qui disposent du sort des peuples, les gouvernements, monarchies ou républiques, la diplomatie secrète, les puissances organisations patronales, les partis bourgeois, la presse capitaliste, l'Église, sur elle repose toute la responsabilité de cette guerre surgie d'un ordre social qui les nourrit. Après avoir couché dans la tombe des millions d'hommes, désolé des millions de familles, fait des millions de veuves et d'orphelins, après avoir accumulé ruine sur ruine et détruit irrémédiablement une partie de la civilisation, cette guerre criminelle s'est immobilisée. Malgré les hécatombes sur tous les fronts, pas de résultat décisif. Pour faire vaciller seulement ces fronts, il faudrait que les gouvernements sacrifient des millions d'hommes. Ni vainqueurs, ni vaincus, ou plutôt tous vaincus, c'est-à-dire tous saignés, tous épuisés, tel sera le bilan de cette folie guerrière. Les classes dirigeantes peuvent ainsi constater la vanité de leur rêve de domination impérialiste. Que vos voix nombreuses crient avec les nôtres, à bas la guerre, vive la paix. Travailleurs des villes et des campagnes, le seul vrai but de la boucherie mondiale est pour les uns de s'assurer la possession du butin qu'ils ont rassemblé pendant des siècles au cours d'autres guerres, pour les autres aboutir à un nouveau partage du monde afin d'augmenter leur lot en annexant des territoires, en écartelant des peuples, en les rabaissant au niveau de parias. La guerre n'a jamais tué la guerre, au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre, la violence appelle la violence. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher les guerres futures, c'est la conquête du gouvernement et de la propriété capitaliste par les peuples eux-mêmes. La paix durable sera le fruit du socialisme triomphant. Alors c'est à la fois connoté à l'année 1915, mais vous remarquerez que la plupart des pays est le grand gagnant. Donc il n'y a jamais de guerre comme ça pour des raisons même religieuses, ça c'est l'habillage. Il y a des guerres pour des raisons économiques, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts dans ces guerres, et notamment les lobbies militaro-industriels qui font des milliards et des milliards de profits. Et bien sûr, cette guerre en Ukraine pose toute une série de problèmes. Alors on accuse Poutine à juste titre d'avoir déclenché l'opération, mais il faut savoir que le point de départ de l'origine de la guerre, enfin des événements en Ukraine, donc de l'invasion par les troupes russes, c'est le non-respect par l'OTAN, par les États-Unis, par l'Europe et par l'Ukraine, des accords de Minsk qui prévoyaient que l'Ukraine devait être totalement démilitarisée pour servir de zone tampon entre, comment dirais-je, on va dire grosso modo, l'Ouest et l'Est. Et en fait, ces accords n'ont jamais été respectés, ce qui a amené Poutine, qui ne demandait sans doute que ça, donc c'est pas pour l'excuser, mais ce qui lui a donné le prétexte pour intervenir et faire les choses qui se passent. Et on est en train d'assister, comment dirais-je, en Ukraine, à un peu ce que je citais dans le manifeste de Kiental, c'est que ça va durer longtemps, très longtemps, sans gagner de réelles positions. Il y aura des avancées et il y aura des reculs, et pendant ce temps-là, les gens vont mourir, l'économie va être détruite, et les capitalistes vont empocher des milliards. Donc ça, je pense qu'il faut avoir une claire conscience de ça. C'est pour ça que la libre pensée se prononce pour la paix immédiate, un cessez-le-feu immédiat entre les deux puissances, entre guillemets. Ce qui risque d'être étonnant pour Poutine à l'arrivée, c'est qu'on peut débattre si l'Ukraine est une véritable nation. Ça, il faut toujours avoir des débats. Certains disent que c'est le berceau de la Russie et que tout le monde ressent, enfin beaucoup de gens ressentent dans ce conflit une guerre fratricide, puisqu'en plus les échanges, les couples mixtes, tout ça, il y en a énormément. Le résultat de cette guerre, c'est que peut-être que l'Ukraine va devenir une nation. Parce que la guerre engendre ce genre de choses. Il faut se rappeler, vous y étiez pas et moi non plus, mais on a lu ça dans les livres d'histoire, qu'est-ce qui a fondé le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande comme nation? C'est la Première Guerre mondiale. Hein? Avant, c'était des dépendances et dominions du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce sont devenus des nations indépendantes à cause de la guerre. Donc Poutine, qui veut assujettir l'Ukraine, risque d'avoir
comme résultat de sa politique le fait que l'Ukraine devient véritablement une nation, ce qui est totalement contradictoire à ce qu'il voulait. Mais la vie, comment dirais-je, est ainsi faite. Ça, je pense que ces éléments de compréhension sont importants. L'important, c'est que, bien évidemment, c'est des milliers, des milliers et des milliers de morts qui s'ajoutent, et rien, comment dirais-je, n'interdit de penser qu'il peut y avoir à un moment donné un dérapage et que ça peut aller beaucoup plus loin. En plus, on voit bien que, par exemple, dans le conflit qui oppose la Chine aux États-Unis, et que Taïwan n'étant qu'un prétexte pour la Chine et pour les États-Unis pour, à un moment donné, entrer en guerre, ce sont des raisons économiques et pas des raisons, pas d'autres raisons. Ça, c'est extrêmement, comment dirais-je, important. Je voudrais vous donner un signe symbolique de ce que veut dire la guerre de 14-18, qui a marqué les esprits, qui fait que c'est très prégnant. Le défilé de la victoire. Vous m'entendez là? Ouais. D'accord, plus près. Le défilé de la victoire qui a eu lieu, comment dirais-je, le 14 juillet 1919, a duré 3 heures pour défiler toutes les armées. Et c'est celui-là, d'accord. Ça serait peut-être mieux. Bon, oui, ça semble mieux. Donc le défilé, ce qu'on appelle le défilé de la victoire du 14 juillet 1919, les troupes ont défilé pendant 3 heures. Bertrand Tavernier, dans son film « La vie et rien d'autre », avait fait un calcul et avait dit que si on avait fait défiler tous les morts de la guerre de 14-18, il aurait fallu faire un défilé qui aurait duré 11 jours et 11 nuits. Donc ça vous donne une idée, comment dirais-je, de la boucherie qui se prépare. C'est donc dans ce contexte-là que la libre pensée combat contre la guerre et combat contre toute préparation à la guerre et contre toute militarisation de la société. Et nous voyons bien que, insidieusement, depuis des années, on nous prépare à la guerre, on nous prépare à la militarisation. D'abord, ça a commencé au nom de la lutte contre le terrorisme. On voit maintenant partout de manière permanente des militaires en treillis, en tenue camouflée et en armes qui patrouillent partout. Il y a une époque, quand j'étais plus jeune, quand on voyait un militaire dans la rue en uniforme ou quand on voyait un véhicule militaire dans les rues, tout le monde regardait ça un peu comme une curiosité. Aujourd'hui, c'est plus une curiosité, c'est le lot commun. Et puis on prépare les choses. Par exemple, le gouvernement veut mettre en place le service national universel pour militariser la jeunesse. Alors c'est aussi un facteur d'espoir, c'est que le gouvernement voulait 800 000 jeunes par an, dans le cadre du service national universel. Dans une première tranche, il en a voulu 50 000 et il en a obtenu à peine 15 000. Et ces 15 000 ont tous, la plupart, une particularité, c'est soit des enfants de gendarmes, soit des enfants de militaires, soit des enfants de policiers, qui veulent faire le même boulot que papa. La jeunesse, dans son immense majorité, refuse d'aller dans le service national universel. Et c'est là que la secrétaire d'État, à l'arrière, a indiqué, donc comme c'est un échec, on va augmenter la surface, et maintenant ils veulent que rentrent dans le cadre du SNU les jeunes de 15 à 17 ans. Donc bientôt on ira les chercher à la Grèce. Tout ça, c'est indiqué très clairement, c'est pour apprendre aux jeunes à obéir, à respecter la société, à être au garde à vous, à défiler au pas, à chanter la Marseillaise. Donc il y a tout un conditionnement qui se fait petit à petit pour préparer la société à la militarisation croissante. Sur un aspect parallèle à ça, vous avez par exemple la loi séparatisme, qui est une loi qui, contrairement à ce que son nom voudrait dire et qui
voudrait évoquer la séparation des églises et de l'État, est une loi totalement anti-laïque et une loi d'essence concordataire, puisque cette loi indique que toutes les associations qui veulent avoir une subvention publique, pouvoir se réunir dans des salles municipales, ont obligation, comment dirais-je, de signer un contrat d'engagement républicain pour défendre les valeurs de la République. Petit problème, ce n'est pas aux citoyens et aux citoyennes, et ce n'est pas aux associations de défendre, enfin de pratiquer la laïcité. C'est aux institutions de la République de faire la laïcité. C'est l'État qui est laïque, c'est la République qui est laïque, c'est pas les individus. La laïcité, c'est la neutralité des opinions. Un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, une institution de la République n'a pas à émettre un quelconque jugement sur la métaphysique, de croire en Dieu ou de ne pas y croire. Les gens sont libres de penser et de s'exprimer comme ils veulent. Avec la loi séparatisme, cette loi indique voilà comment vous devez penser. Alors vous devez promouvoir les valeurs de la République. Et quand vous posez la question c'est quoi les valeurs de la République, personne n'est capable de vous dire ce que c'est. Hein? On applique à ce mot valeur de la République la définition théologique du Saint-Esprit, hein, qui est le noyau est partout, le centre, enfin la périphérie, le noyau est dans le centre, enfin l'idée, le Saint-Esprit est dans le noyau, dans le centre, pas la périphérie, et l'Esprit souffle où il veut. Bon, c'est-à-dire que les valeurs de la République, on nous demande de les défendre, mais personne n'est capable d'expliquer ce qu'elles sont. Et on confond, par exemple, allègrement, les valeurs de la République et les principes de la République. Les principes de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Ce ne sont pas des valeurs, liberté, égalité, fraternité. C'est des principes. Si vous avez des lois ou des mesures qui remettent en cause la liberté des individus, vous pouvez contester et vous pouvez vous battre et gagner sur ces questions-là. S'il y a des lois qui remettent en cause l'égalité, eh bien, vous avez les moyens de contester, parce que c'est un principe de la République. Et même la fraternité, aujourd'hui, est devenue un véritable principe, suite au procès qu'il y a eu des associations qui ont défendu les migrants, qui passaient les frontières. Les tribunaux ont élaboré le principe de la fraternité comme un principe supérieur et à intégrer dans la Constitution de la République. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc vous devez défendre ces valeurs. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas définir, ça veut dire qu'on vous demande, à vous citoyens, et aux associations que vous constituez, d'être partie prenante d'une idéologie qui est une idéologie d'État. Toute idéologie d'État est une idéologie totalitaire, par définition. Parce que si l'État vous dit ce que vous devez penser, comment dirais-je, c'est tout à fait contraire à votre liberté de conscience. Ça, c'est un élément important à comprendre d'organisation et de militarisation, d'un certain point de vue, d'endoctrinement de la société. La loi a prévu, séparatisme, 3 critères à appliquer dans le contrat d'engagement républicain. Le décret d'application de cette loi comporte 7 critères, ce qui est une aberration juridique. Parce que normalement, dans notre pays et dans le système constitutionnel qui est le nôtre, il y a une hiérarchie des textes. Il y a la loi, il y a le décret, il y a la circulaire. Et si la circulaire et si le décret est contraire à la loi, c'est la loi qui s'applique. C'est le principe même du pouvoir législatif. Là, dans la loi séparatisme, comment dirais-je, il y a le décret a établi 7 critères à respecter dans le cadre des contrats d'engagement républicain, alors que la loi n'en prévoyait 3. Dans ces 7 critères prévus par le décret, il y a le fait de respecter et de propager les symboles de la République. Et les symboles de la République, qui sont définis dans ce décret, c'est la Marseillaise et le drapeau tricolore. Donc ça rappelle la Révolution. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous êtes une association qui promeut de chanter l'international et qui défile dans la rue avec le drapeau rouge, vous ne respectez plus les valeurs de la République qui sont la Marseillaise et le drapeau tricolore. Donc ça veut dire que si vous ne respectez pas ça, vous n'avez plus le droit d'avoir des salles municipales,
vous n'avez plus le droit d'avoir des subventions publiques, c'est-à-dire que vous êtes obligé, si vous voulez avoir des salles ou des subventions, de vous engager à les promouvoir. Alors nous, la libre pensée, ça ne pose pas trop de problèmes pour les subventions, parce qu'en règle générale, on n'en demande pas ou peu. La question des salles municipales, c'est plus ennuyeux, mais on peut toujours trouver des moyens. Mais par exemple, vous prenez les grandes associations de ce pays qui emploient des salariés, qui ont des œuvres, si on leur supprime les subventions publiques, c'est des milliers de gens qui sont licenciés et qui sont au chômage. Donc ces associations, que je connais qui sont des associations amies, comme la Ligue de l'enseignement, qui a les colonies, les centres de vacances, ou la Ligue des droits de l'homme qui exerce des missions humanitaires, sont contraints de signer les contrats d'engagement républicain, c'est-à-dire d'adhérer à une idéologie d'État. Les problèmes que ça pose, par exemple, si vous êtes royaliste, alors je ne dis pas vous, hein, parce que je sais que sinon vous seriez pour là, mais si vous prenez quelqu'un qui se réclame d'être royaliste, il a le droit. Il a le droit de réclamer, il a le droit d'être contre la République, il a le droit d'être contre la gueule. C'est ça justement qui fait la grandeur de la République, c'est qu'y compris on donne la parole et les libertés à ceux qui pensent autrement que vous, parce que c'est l'application du principe de ce que disait Rosa Luxembourg il y a bien longtemps, la liberté c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Parce que n'importe quel dictateur et n'importe quelle dictature est tout à fait d'accord pour vous donner la liberté de vous exprimer si vous êtes d'accord avec eux. C'est pas un gros exploit. Là où ça pose un problème, c'est si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Et bien, les royalistes ne pourront pas, comment dirais-je, ou alors il y aurait une contradiction quand même quelque part, s'ils signaient le contrat d'engagement républicain, ne pourront pas toucher des subventions publiques, ne pourront pas avoir des salles municipales, ne pourront rien faire publiquement, parce qu'ils n'auront pas signé le contrat d'engagement républicain. Les révolutionnaires, bon, quelle que soit leur palette. Par exemple, si une organisation anarchiste, vous allez pas leur demander de défendre le drapeau tricolore et de chanter la Marseillaise et de dire qu'ils vont défendre la République. Nous, la libre pensée, on ne va pas défendre la 5e République, on est pour l'abrogation des institutions. Donc, cette liberté d'opinion que nous avions à une époque, que nous avons encore formellement maintenant, mais pour encore combien de temps, est gravement remis en cause. Alors quand on interroge le gouvernement, et quand on explique ça, ils disent « oui, mais on ne vous interdira pas, vous avez le droit d'exister, mais simplement vous n'aurez pas le droit d'avoir des salles municipales, vous n'aurez pas le droit d'avoir des salles de subvention publique. » Donc ça veut dire que celui qui paie, c'est lui qui commande. Et ça, c'est la démarche totalement concordataire. Pourquoi l'Église a accepté le concordat et pourquoi elle l'a signé en 1801 et tous les concordats qu'elle a fait à travers le temps, c'est parce que l'État finançait les cultes, et notamment l'Église catholique. Donc, parce que je vous finance, je vous contrôle. Et vous devez me rendre compte. Donc c'est quelque chose de profondément anti-républicain, antidémocratique, anti-laïque, et ça pose donc toute une série de questions, comment dirais-je, importantes. Et ça, c'est un aspect du problème, mais ça vise aussi le conditionnement des citoyens et le conditionnement de la population, des citoyens, de tout le monde, en disant maintenant, il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire ou qu'on ne va plus avoir le droit de dire ou de faire si on veut être traité à égalité. Et ça va poser un problème de fond, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de recours qui sont faits par les associations au niveau du Conseil d'État et même au niveau de la Cour européenne de justice, c'est que ça introduit un principe d'inégalité. Parce que quelle est l'égalité juridique pour une association par rapport à une autre, s'il y en a une qui signe le contrat et si l'autre ne la signe pas? Donc ça veut dire qu'il va y avoir des associations de différents types. Il y aura des associations de seconde zone qui n'auront pas la capacité juridique complète parce qu'elles n'auront pas signé le contrat d'engagement républicain. Donc, pour que les gens se foutent dessus, c'est quand même quelque chose d'important, mais ça participe d'un conditionnement extrêmement important. C'est pour ça que nous combattons pour l'abrogation de cette loi, c'est pour ça que nous combattons pour l'abrogation du SNU, et que le gouvernement est désespéré parce que ça ne marche pas. Et la libre pensée sur ce terrain-là est dans deux collectifs.
il y a deux collectifs qui luttent contre le SNU. Un qui est carrément contre toute forme de SNU, comment dirais-je, et puis un autre collectif qui pense qu'on pourrait trouver une solution alternative, bien, qui est notamment animée par la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, et c'est la Libre Pensée qui est membre du premier collectif, mais aussi du deuxième, qui a servi d'intermédiaire pour que tout le monde se retrouve. Parce que le combat que nous menons, c'est pas contre le SNU à travers les âges, et à travers le temps, c'est contre ce SNU-là. Et d'ailleurs, le deuxième collectif a fait toute une série de propositions, non pas d'amélioration du SNU, mais un dispositif de remplacement, pour avoir à peu près les mêmes résultats, entre guillemets, de citoyenneté dans la jeunesse. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler. C'est pas développer l'esprit civique des jeunes qui intéresse le gouvernement, c'est qu'ils obéissent. Et on l'a vu dans les scandales qui ont eu lieu, comme dirais-je, les mesures disciplinaires, c'est l'armée. Alors il va se trouver poser un problème assez rapidement. Nous ne disons pas aujourd'hui que le SNU est l'équivalent du service militaire, parce que ce serait une stupidité de le dire, mais demain, dans l'objectif du gouvernement, c'est ça l'objectif. Parce que si tout le débat et tout se concentre sur le SNU doit-il être obligatoire ou pas obligatoire. Et nous, avec tous nos amis et les associations avec lesquelles nous luttons, disent qu'il doit être facultatif et basé sur le volontariat. Sauf que si ça reste, et si ça reste sur le volontariat, ça ne marchera jamais. Jamais. Pourquoi les jeunes iraient perdre leur temps dans ce point qui ne leur apporte rien. Alors on met tout en place un dispositif, non pas pour convaincre, mais pour contraindre les jeunes à rentrer dans le SNU. Par exemple, si un jeune ne fait pas le SNU, la loi prévoit qu'il ne pourra pas passer un concours dans la fonction publique. Si les jeunes ne font pas le SNU, ils ne pourront pas passer le permis de conduire. Toutes ces dispositions sont dans la loi. Donc c'est bien l'objectif de contraindre la jeunesse, comme ils veulent contraindre la société à la militarisation croissante, et ça c'est quelque chose qui, du point de vue des libertés, pose un certain nombre de problèmes. Donc je voudrais aborder maintenant la dernière partie de mon exposé pour ne pas être trop long, c'est la bataille que nous menons pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Alors bien évidemment, vous connaissez très certainement la bataille qui est menée. C'est une bataille qui a commencé à être menée, comment dirais-je, dès la guerre de 14-18, en plein milieu de la guerre, et dont les véritables initiateurs ont été le Grand Orient de France et la Grande Loge de France. Et les francs-maçons ne voulaient pas apparaître, comment dirais-je, comme ça au début, parce qu'ils sortaient de ce qu'on a appelé l'affaire des fiches en 1903-1904, et donc c'est des associations dans lesquelles il y avait des francs-maçons qui ont mené cette bataille, dont la Libre Pensée, dont la Ligue des droits de l'homme, toute une série d'associations d'anciens combattants, notamment la RAC, l'association des anciens combattants républicains. Bien évidemment, il y a des associations, mais on n'avait pas, comme l'Union nationale des combattants, dont le mot d'ordre était unis à l'arrière comme au front. Un peu spéciaux, et quand on les a contactés il y a encore quelques années sur la question des fusillés pour l'exemple, ils ont défendu le fait que des soldats aient été fusillés pour l'exemple. Ils n'avaient rien à dire au fait qu'il y ait eu des fusillés pour l'exemple. Quand vous avez des camarades comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Ils remplissent toutes les cases. Donc ce combat a été mené donc, dès la guerre de 14-18 pour obtenir des réhabilitations. Il y a eu 2500 condamnations à mort à l'époque, et il y en a eu 700 et quelques qui ont été effectués. Beaucoup ont été transformés en travaux à perpétuité, et on a envoyé ceux qui avaient été commués dans les bagnes en Afrique, et notamment en Algérie, où la plupart sont morts dans des conditions tout à fait épouvantables. Il y en a eu 639 de fusillés pour désobéissance militaire.
fusillés, et ça qui est vrai dans tous les pays à l'époque en guerre, plus ou moins vrai. Le pays qui a le plus fusillé, c'est l'Italie. Notamment après le désastre de Caporetto. Les Austro-Hongrois ont été bien aussi, au niveau du chiffre, il y en a 500. Les Anglais, il y en a près de 400. Les Allemands, il y en a 48 comptabilisés. Et les Belges, il y en a 14. Les États-Unis, 0. Il y a eu des fusillés dans l'armée des États-Unis, mais pas pour l'exemple. Pour une raison essentielle, c'est d'abord eux, ils sont arrivés que fin 17, début 18. Donc la grande vague des fusillés pour l'exemple, c'était 14-15, donc c'était passé, mais il y a eu des exécutions, mais pas pour ça. La Belgique est un cas intéressant parce que nos camarades libre-penseurs belges ont engagé des démarches pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple en Belgique. Donc on ne sait pas s'il y en a 14 ou 12. Parce que le gouvernement n'a pas fait la différenciation entre, pour l'exemple, et droit commun, espionnage et tout ça. La France, sous notre pression, l'armée l'a fait et a établi nom par nom 639 fusillés pour désobéissance militaire. Et de l'autre côté, il y a les espions, il y a les droits communs, il y a tout ça. Parce que quand on a commencé cette bataille, les bonnes âmes du gouvernement nous ont dit « Vous n'allez quand même pas réhabiliter Mata-Hari ». D'ailleurs, la culpabilité, même maintenant, historiquement, on se discute, mais elle a été fusillée, elle, pour espionnage. Donc, l'armée a été contrainte, ce qui nous a bien rendu service d'ailleurs, pour une fois, on peut la remercier, d'établir la liste des 639 fusillés pour désobéissance militaire. Sur ces 639, il y en a une quarantaine qui ont été réhabilités entre les deux guerres. Ça a été une bataille acharnée, donc on a entendu parler des 4 caporaux de soins, Moupa et tout ça. Et puis ça s'est arrêté, bien évidemment, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que, comment dirais-je, la guerre se préparait. Puis comme c'était Pétain qui était ministre de la Défense, c'est pour lui qui allait réhabiliter des fusillés, qu'il avait fait fusiller en 17. Bon. Donc ça, et puis ça a repris un peu après la campagne, un peu après la guerre, quand nous avons relancé ça. Donc je parlais de la Belgique. La Belgique, donc, il y en a 12 ou 14, et les camarades de la libre-pensée belge mènent une action pour leur réhabilitation. Et là, on a découvert quelque chose d'assez étonnant. En juillet 1940, le gouvernement belge, enfin le Parlement, a voté une loi d'amnistie générale pour tous les actes de désobéissance de la Première Guerre mondiale. En juillet 1940. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, parce qu'en juillet 1940, les Allemands rentraient en Belgique. Donc ils ont fait un truc qui est totalement courageux. Pour protéger leurs concitoyens, ils ont fait voter une loi d'amnistie générale sur tous les événements qui sont passés pendant la Première Guerre mondiale. Donc là-bas, nos camarades en Belgique ne combattent pas pour obtenir une loi, puisque la loi, l'amnistie vaut réhabilitation, mais pour qu'il y ait une déclaration publique, et d'abord une différenciation entre les fusillés, et deuxièmement une déclaration publique du Parlement. Donc cette question de fusil pour l'exemple est repartie en France, grosso modo, au moment de la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Indochine, c'était une guerre, comment dirais-je, de soldats volontaires et d'armées de métier. La guerre d'Algérie, comme vous le savez, ça n'a pas été ça. Et donc, ça a ressurgi. C'est à ce moment-là, dans cette période, un peu après, que Stanley Kubrick a réalisé son film Les Sentiers de la Loire. Film qui a été interdit en France pendant des décennies. Et à l'époque, les anciens nous disent que pour aller voir les Sentiers de la Loire, il fallait aller en Belgique, où il n'était pas interdit. Donc la libre-pensée, à un moment donné, il y a plus de 30 ans, a décidé de remettre ce dossier sur la table et, comment dirais-je, de réclamer et de mobiliser pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Donc on a été voir, bien évidemment, les présidents de la République. Sarkozy, à un moment donné, a été sur le point de prononcer la réhabilitation. Je veux dire, pour avoir été plusieurs fois à l'Élysée, discuter
avec son cabinet. Et puis, à un moment donné, quand ça allait se faire, il a déclenché les opérations extérieures en Afrique. Et en Libye et tout ça. Donc, bien évidemment, à partir du moment où vous envoyez la troupe mener des opérations de type colonial et de type militaire, vous n'allez pas réhabiliter les gens qui ont dit non à la guerre, puisque vous menez la guerre. Donc là, il s'est arrêté. À ce moment-là, il y a eu les élections présidentielles. On a questionné François Hollande, qui, en tant que président du Conseil général de Corrèze, avait émis un vœu de réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Nous l'avons interpellé dans la campagne électorale, et il a dit, si je suis élu président de la République, je ferai la même chose que le président du Conseil général de Corrèze. Donc, je réhabiliterai. Donc, on a été le voir à l'Élysée, on était tous les deux et quelques autres avec Marc Blondel. On lui a rappelé sa promesse. Et donc, on a discuté de ça. Oui, puis après, il a abandonné. Pour les mêmes raisons, puisque lui aussi menait les opérations extérieures en Afrique. Et donc, il n'allait pas désavouer l'armée. Parce que c'est le fond du problème, c'est ça, c'est désavouer l'armée. Donc, encore que l'armée n'ont pas été les plus acharnés contre la réhabilitation collective des fusillés, pour l'exemple. Les plus acharnés contre la réhabilitation, c'est bien évidemment la droite, une partie de la gauche, qui a des yeux d'amour pour l'armée, et surtout un certain nombre d'associations d'anciens combattants, comment dirais-je, qui refusaient qu'on réhabilite leurs camarades. Ce qu'en dit long, mais ce qui vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Donc, comment dirais-je, Hollande a refusé de mettre en œuvre ses engagements. Il dirait, c'est pas le seul engagement qu'il a renié. Donc, de ce point de vue, il y a une certaine logique dans son propos. Par ailleurs, quand Macron est venu, on l'a interpellé immédiatement sur cette question, hein, et Macron nous a fait répondre, parce qu'on l'a interpellé par tous les bouts, par son directeur de cabinet. Lui, ça a été le pire de tous, alors ce qui est vrai sur tous les plans. Il a écrit « Ces soldats ont failli ». Ce que n'ont jamais écrit ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande. Au contraire, ils avaient des formules, hein, rappelez-vous, ces hommes ont souffert, on peut comprendre les situations, tout ça. Bon. Le pire, donc, ça a été Macron. À partir de ce moment-là, notre idée de demander à la présidence de la République de réhabiliter les fusillés, pour l'exemple, ça n'avait aucun sens de continuer à demander à Macron, à partir du moment où il estime que les soldats qui ont été fusillés n'étaient pas des êtres humains qui étaient broyés par la barbarie et la guerre, et qu'ils avaient failli, c'était pas possible. On lui avait dit d'ailleurs à l'époque que quand lui il avait un petit coup de pompe, Macron il allait se reposer 4 jours à la lanterne, hein, qui est la résidence de l'Élysée, et on lui a posé publiquement la question, qu'est-ce qu'il aurait fait à la place des soldats dans les tranchées. Bon. Lui qui se targue de n'avoir jamais fait le service militaire. Alors je ne défends pas le service militaire, hein, mais je veux dire, il était quand même plus mal placé pour faire des remarques de ce type. Bon. Donc c'est là que l'idée nous est venue de combattre pour que l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, vote une loi de réhabilitation. Alors il y a eu plusieurs essais, notamment le groupe communiste avait déposé une proposition de loi. Le problème c'est que cette proposition ne nous convenait pas, et ne convenait pas à la situation, c'est qu'elle demandait le pardon pour les fusillés. Alors l'Angleterre l'a fait, mais la monarchie, comme vous le savez, c'est pas la République. Hein. Alors la monarchie peut pardonner, la République ne pardonne pas, elle rend la justice. Hein, c'est quand même une différence de taille. Donc nous, on ne demandait pas que la République accorde le pardon aux fusillés. Parce que quelque part, c'est leur reconnaître le statut du coupable. Donc ça ne marche pas. Donc on s'est battu sur cette orientation-là. Et
On a réussi, grâce au groupe de la France Insoumise, que nous remercions chaudement, ils ont écrit une proposition de loi qu'on a fait avec eux, puisque c'était en étroite relation avec nous, et cette proposition de loi a fini, c'est pas simple, d'être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans ce qu'on appelle une niche parlementaire. Vous savez que dans la Ve République, il y a deux types de lois. Il y a les projets de loi qui sont proposés par le gouvernement et qui sont prioritaires. Et on accorde à ces queues de députés ou à ces queues de sénateurs, de temps en temps, la possibilité, dans une niche parlementaire, de déposer une ou deux propositions de loi. On a réussi donc, à ce qu'il y ait une proposition de loi. Cette proposition de loi était dans une niche parlementaire de la France Insoumise qui présentait 8 propositions de loi. Et c'était la dernière proposition de loi. Donc on était d'un certain point de vue content que ça existe, que ça soit inscrit à l'ordre du jour, mais on avait les plus grands doutes sur le fait qu'elle soit même débattue. Et nous pensions qu'à l'époque, c'était en janvier, c'est la majorité ultra-macroniste. Et bien il s'est produit un événement extraordinaire, comme vous le savez, par une conjonction de plein de choses, et notamment de la campagne que nous avons menée auprès des députés, parce qu'on leur a écrit, on leur a fait même une vidéo qui est sur le site de la Libre Pensée, qui expliquait ce que ça voulait dire, qui prenait quand même un peu aux tripes. En fait, la majorité des députés macronistes n'ont pas voulu jouer les salauds dans cette affaire-là. Donc en fait, ils ne sont pas venus au moment du débat. Et il y a aussi un certain nombre de députés, des républicains, qui ne sont pas venus. Ils ne voulaient pas voter pour parce que les consignes de leur groupe, c'était de voter contre, mais ils ne voulaient pas voter contre non plus parce que, quelque part, l'opinion publique, c'est quand même des éléments qui heurtent la conscience. Et donc il s'est trouvé une conjonction, 40 députés de différents groupes, à l'initiative de la France Insoumise, mais il y avait différents députés de différents groupes. Cette proposition a été discutée, et là, chose extraordinaire, c'est la droite présente dans l'Assemblée nationale qui a fait basculer l'Assemblée nationale pour le vote. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je vous conseille de le voir, c'est sur notre site. C'est le député Gosselin, qui est entre nous pas franchement un progressiste, par ailleurs. Un autre député républicain aussi qui s'appelle Julien Libre de l'Aisne, et un député corse qui sont intervenus, mais ça est surtout le député Gosselin, qui a expliqué que lui, il avait une raison particulière, c'est qu'il était le petit-fils de l'officier qui avait défendu les 4 caporaux de soins, comment dirais-je, et dont le témoignage avait été central pour la réhabilitation dans les années 30 des 4 caporaux. Et donc, quand vous lisez ça, vous l'avez vu 10, 20 fois, vous avez toujours les boules quand vous regardez ça, parce que c'est une profonde émotion. Et la loi a été votée. Alors nous étions heureux, mais un peu étonnés, parce qu'on n'aurait pas parié un fifrelin avec une majorité macroniste à l'Assemblée nationale pour ça. Donc ça a été fait. Donc ensuite, la proposition de loi a été envoyée au Sénat. Donc elle est enregistrée, mais pour qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour, il faut que ça soit inscrit dans une niche parlementaire. Donc nous avons démarché les sénateurs. Et nous avons l'accord du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe écologiste, et nous leur avons demandé de le faire en commun, d'inscrire ça à l'ordre du jour du Sénat. Alors c'est très compliqué, parce que comme il y a une avalanche de lois qui doit passer aux lois, parce que après l'Assemblée nationale, mais en théorie nous avons les engagements, et il n'y a aucune raison d'en douter, que cette proposition de loi sera inscrite, comment dirais-je, au Sénat. Nous avons demandé à nos fédérations départementales de multiplier les délégations, comment dirais-je, auprès des sénateurs pour leur demander de voter la loi, et surtout de ne pas la modifier. Parce que si vous rajoutez une virgule à la loi qu'elle a votée à l'Assemblée nationale, ça revient à l'Assemblée nationale. Alors on a eu les macronistes une fois, c'est pas sûr qu'on va les avoir 2 fois. Donc si vous voulez, ce principe qu'on nous demande, c'est
voter la loi telle qu'elle, la proposition de loi telle qu'elle est. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est ce qu'ont fait les Républicains en 1905, au moment de la loi de séparation des églises et de l'État. La loi a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale en juillet 1905, et elle a été débattue en décembre 1905 au Sénat, et les Républicains avaient comme consigne, les libres penseurs, tout le monde, tous ceux qui étaient partisans de la séparation, de ne rien modifier, même au prétexte de l'améliorer. Parce que si la loi avait été modifiée en 1905, il aurait fallu qu'elle repasse à l'Assemblée nationale. Et comme en 1906, il y avait de nouvelles élections législatives, personne ne savait comment serait la majorité à l'Assemblée nationale. Donc nous, on adopte le même raisonnement et on demande aux sénateurs de ne pas, comment dirais-je, modifier, comment dirais-je, sous prétexte d'améliorer quoi que ce soit, bien que la loi nous semble tout à fait conforme et parfaite. Bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nos fédérations départementales et d'autres associations ont contacté les sénateurs. Tous les sénateurs qui répondent qu'ils voteront la loi, telle qu'elle est. Tous. Hein? Alors, bien évidemment, il n'y en a pas beaucoup de macronistes, il n'y en a pas beaucoup des républicains, mais on n'a eu qu'une seule sénatrice qui a dit qu'elle ne voterait pas la loi, parce que c'était scandaleux de réhabiliter ces gens-là. Alors cette sénatrice, on va lui faire un costard, bien évidemment, hein. C'est Catherine de Roche, hein, qui est du Maine-et-Loire. Déjà, c'est l'Ouest, hein, donc ça sent la calotte. Et alors c'est elle qui a présidé, pour vous donner le pédigré de cette dame, qui a présidé la commission mixte Sénat-Assemblée nationale sur les crimes sexuels dans l'Église. Nous avons donc la commission parlementaire, hein, pas la commission Sauvet, la commission qui a mis en place l'Église. Nous l'avons demandé à être auditionné, parce que on connaît bien le sujet, on a fait ce qu'il fallait pour... On a même un libre-penseur anglais qui est rapporteur spécial à l'ONU, comment dirais-je, sur ces questions-là, donc qui connaît bien le truc. D'ailleurs, il y a eu hier soir à Lyon une grande réunion publique de l'association des victimes du clergé que nous avons aidé à constituer et de la libre pensée, dont quelques camarades anglais étaient là, ça a un très grand écho, et c'est aussi un signe des temps, hein, que la libre pensée soit capable d'organiser et de constituer une association des victimes des crimes sexuels du clergé. Donc nous avons demandé à cette dame d'être auditionnée, et d'auditionner notre camarade anglais, c'est quand même un rapporteur spécial de l'ONU, hein. Normalement, ça fait attention, donc elle a refusé, et dans le rapport qu'elle a remis sur les crimes sexuels dans l'Église, elle n'a trouvé rien à dire sur la question de pédophilie dans l'Église. Il faut lui conseiller de changer de lunettes, hein, et quelques temps après, comment dirais-je, sortait le rapport de la commission, la SIAS, la commission Sauvet, qui établissait à 330 000 les victimes des crimes sexuels du clergé et aux alentours. Donc, à mon avis, elle est bien partie. Donc, comment dirais-je, c'est vraiment une démocrate et une progressiste. Donc, on est dans cette situation où il faut que ça passe au Sénat. En théorie, la majorité, enfin en théorie, en pratique, la majorité au Sénat, c'est une majorité de droite, républicain. Donc en théorie, ils sont, pour exister, pas censés faire des cadeaux à Macron, c'est-à-dire de voter contre la loi. Ceci dit, les accords, ça se trouve, et alors on n'insiste pas là, au mois de novembre, jusqu'au début décembre, pour que ça soit inscrit au Sénat, parce qu'il y a l'élection du président des Républicains, hein, qui a lieu jusqu'au 7 décembre. Et la compétition électorale au sein des Républicains, c'est plus à droite que moi, tu meurs. Donc, s'il y avait le débat à ce moment-là au Sénat sur la réhabilitation des fusillés, c'est pas sûr que c'est le meilleur moment pour gagner. Hein. Quand ça sera après, il y aura beaucoup d'eau qui auront coulé sous les ponts et on verra. Mais il faut continuer, comment dirais-je, à faire la pression sur les sénateurs. Pour ça, la libre pensée a fait en sorte de faire toute une série de choses auprès de différents acteurs de la société.
Nous venons de sortir un appel au monde paysan auprès de tous les, qu'on a diffusé auprès de tous les syndicats paysans, la FNSEA, MODEM, Confédération paysanne, dans la presse paysanne, partout, en rappelant un élément qui était quand même important, c'est que c'est la paysannerie qui a payé le plus lourd tribut dans la guerre de 14-18. Hein, il y a eu près d'1 million de morts de paysans, il y en a eu 500 000 quand ils sont rendus de la guerre qui étaient en incapacité totale de travailler. À un moment donné, il y a eu une mobilisation chez les travailleurs pour aller au front, mais comme il fallait produire, comme on dirait dans les usines d'armement, et que les munitionnettes ne suffisaient pas, à un moment donné, en 17, le gouvernement a rapatrié 1 million de travailleurs du front dans les usines pour militariser complètement l'industrie. Bon. Donc c'est la paysannerie qui a payé le prix le plus cher dans le sang de la guerre de 14-18. Les prolos ont été aussi bien saignés, hein, mais sociologiquement d'ailleurs, à l'époque, la France est un pays qui reste un pays agricole à cette époque-là, hein, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on a adressé un appel à ce monde et on sait que ça rencontre un certain nombre d'échos, notamment auprès des élus, auprès des syndicalistes paysans qui veulent vraiment faire leur travail. On a sorti, enfin on va sortir, on est en train de le faire, une déclaration des associations pacifistes en direction des sénateurs. On a même fait une première vidéo qu'on va rediffuser auprès des sénateurs qui reprend ça et qui publie les interviews, comment on dirait, les déclarations des députés de la droite et du Corse. Hein. Le député corse, c'est à Poitiers, il explique qu'il y a eu des fusillés en Corse parce qu'ils ne comprenaient pas le français. Hein. Et d'ailleurs, toutes les institutions publiques en Corse ont pris position, alors non seulement pour la réhabilitation des fusillés, mais ont décrété la réhabilitation des fusillés. Hein, Corse. Et ce qui nous a fait dire que ce qui est possible en Corse, pour une fois, ça pourrait être possible dans le reste du pays. Donc, les associations qui vont s'adresser aux sénateurs, c'est la Libre Pensée, la Fédération nationale des monuments pacifistes, l'ARAC, l'Union pacifiste de France et l'association des anciens appelés d'Algérie, la 4ACG. On n'a pas encore la réponse du mouvement de la paix et pas encore la réponse de la Ligue des droits de l'homme. Enfin, on a la réponse de la Ligue des droits de l'homme au niveau national, qui dit qu'elle ne souhaite pas signer, mais on n'a pas l'explication. On va envoyer ça prochainement, comment dirais-je, aux sénateurs pour accentuer la pression. Et on a aussi, on s'est interrogé aussi sur les syndicats des travailleurs. Il y a eu 196 prolos sur les 639 fusillés. Alors à chaque fois, bien évidemment, on a établi la liste des paysans fusillés. On a fait une déclaration avec les associations pacifistes où on établit la liste de tous les butins et déserteurs qui ont été fusillés, pour l'exemple, et jamais réhabilités. Et là, on a élaboré, on a mis au point la liste des 196 travailleurs qui ont été fusillés, pour l'exemple. Donc on a contacté les organisations syndicales, donc de nombreuses organisations, forces ouvrières, notamment des unions départementales, une quinzaine, ont pris position pour ça et sont adressés aux sénateurs. Le secrétaire général même de FO a été voir Larcher pour lui demander qu'il ne s'oppose pas au vote de la loi, et il lui a remis en main propre tous les documents de la Libre Pensée qui justifiaient ça. On a contacté la CGT, il y a des syndicats CGT qui ont pris position. Cette semaine, la FSU, au niveau national, a pris position pour la réhabilitation et a déjà envoyé aux sénateurs, comment dirais-je, leur lettre, et il y a déjà des réponses aux sénateurs qui disent qu'ils voteront la loi. Hein. La CNT Vignoble va prendre position, il y a déjà des syndicats qui ont pris position, va prendre position là-dessus. Normalement, la fédération de l'enseignement de la CGT va prendre position prochainement sur ces questions-là, et on a contacté le SEUNSA pour, comment dirais-je, et on va le recontacter pour qu'il prenne position.
C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir la quasi-totalité des organisations syndicales de travailleurs sous une forme ou sous une autre, qui vont prendre position pour la réhabilitation et qui vont, comment dirais-je, s'adresser aux sénateurs pour qu'ils le votent. Alors, on ne sait pas si ça suffira. On est, en tout cas, je dirais, politiquement, entre guillemets, dans une meilleure situation qu'à l'Assemblée nationale, hein, parce que ce n'est pas la majorité macroniste qu'on a en face de nous. Et puis, le plus dur a été fait, comment dirais-je, c'est le vote à l'Assemblée nationale, qui modifie considérablement les choses. Qui modifie, et je pense que cette année, dans les rassemblements, les réunions autour du restaurant, il y aura du monde, parce qu'il y a un seuil psychologique qui a été franchi, c'est le vote à l'Assemblée nationale. Là, il ne s'agit plus de discuter, est-ce que c'est au cas par cas, est-ce que c'est collectif et tout ça. Là, il y a une proposition de loi, on la soutient ou on ne la soutient pas. C'est ça la réalité. On peut toujours trouver tel aspect, mais si, faudrait mieux éviter de rater ce cloche. Donc, nous pensons que si nous augmentons la pression sur les sénateurs, donc il faut multiplier ça, hein, et puis l'expérience de l'Assemblée nationale avec Gosselin, Guy et Acoliva montre que des fois, on a des soutiens qu'on ne s'attendait pas. Parce que c'est quelque chose de très prégnant. C'est pour ça que nous avions un petit désaccord avec Jospin en 1998. Lui, Jospin, il disait il faut réintégrer dans la mémoire nationale la question des fusillés pour l'exemple. Et nous lui répondions non, ça n'a jamais été absent de la mémoire nationale des fusillés pour l'exemple. Et quand on voit, la trace a toujours continué. Et le meilleur argument, c'est que la guerre de 40, 45, n'est pas dans l'esprit collectif ressenti de la même manière que la guerre de 14-18. Hein. Parce que la guerre de 14-18, c'est la dernière guerre où on tue plus de militaires que de civils. À partir de la guerre de 40, on tue plus de civils que de militaires. Et on détruit les pays. Donc c'est plus du tout le même type de guerre. Et quand vous allez, vous connaissez ça de mieux point, mais quand vous allez devant les monuments aux morts, dans les villes, les villages et les campagnes, les listes sont impressionnantes, comment dirais-je, de morts. Il n'y a pas une famille qui a échappé, comment dirais-je, à ça. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très prégnant, comment dirais-je, dans la mémoire collective. Donc il faut intensifier, comment dirais-je, la pression sur les sénateurs, par tous les moyens, par la presse, les délégations, tout ça, qui savent, que les sénateurs se rendent compte que ça ne sera pas un vote anodin pour eux. Hein, c'est pas je viens pas, je vote contre et puis je rentre chez moi. Il faut leur montrer la puissance de la volonté populaire, parce que si on obtient le vote de cette loi, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la société. Parce que c'est la reconnaissance que dans l'armée, que dans la guerre, on a le droit de dire non. On a le droit de désobéir. Après tout, il y a un principe, hein, qui est maintenant de droit public, qui est que si votre vie, si vous sentez que votre vie est menacée, vous avez le droit de retrait. Et bien, ce qu'ont fait les fusillés, pour l'exemple, en 14-18, les militaires qui ont désobéi, c'est qu'ils ont appliqué par anticipation le droit de retrait parce que, comment dirais-je, leur vie était menacée. Et en avant-première, si vous êtes les seuls qui l'entendraient, si on obtient le vote de cette loi, et donc j'espère que je ne fais pas une boulette, la Libre Pensée diffusera un manifeste aux armées. Je vais vous le dire, c'est un projet. Bon. Donc manifeste aux armées, soldats de première et deuxième classe, marins, aviateurs, techniciens, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers généraux. Depuis le vote de la loi portant réhabilitation des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, en gros, vous avez le droit de dire non à tout ordre qui menacerait votre vie ou qui vous mettrait en danger, à tout ordre qui serait contraire à votre conscience et à votre morale. On a dit pendant des siècles que la discipline était la force principale des armées. À partir d'aujourd'hui, c'est la libre conscience acceptée qui doit le devenir. Donc vous imaginez que si... Alors, dites-le pas aux sénateurs de droite, hein, ça, parce que ça leur donnerait une raison de voter contre. Mais ça veut dire que c'est quelque chose d'énorme. Parce que derrière
il y a déjà une question très prenante et très prégnante dans l'armée aujourd'hui. C'est la question du syndicalisme. Parce qu'ils ont refusé pendant des années, enfin des décennies, que les soldats se syndiquent, au nom du fait que c'était une situation temporaire et tout. Maintenant, c'est une armée professionnelle. Et ils auront inévitablement le problème, du droit que les soldats, qui sont des soldats de métier, aient le droit de syndiquer. Donc plus ça peut être quand même intéressant. C'est y compris une protection pour les jeunes qui s'engagent dans l'armée si on obtient, comme dirais-je, cette victoire. Alors on va voir ce que va faire le gouvernement, mais vous allez avoir un vrai problème sur le SNU. Donc je termine par là où un peu j'ai commencé. C'est que si le SNU devient obligatoire, il va se trouver poser le problème de l'objection de conscience. Aujourd'hui, l'objection de conscience ne se pose pas dans le SNU, puisque c'est volontaire. Mais si demain le SNU devient obligatoire, ils auront un problème de liberté extrêmement important sur la question de l'objection de conscience. Donc ça veut dire qu'il y a moyen, dans cette situation, d'avancer et de moyenner. Donc voilà, je pense avoir tenu mon temps et je vous remercie. Oui, avant